Nous remercions la Villa des Arts de nous accueillir au sein de ce très bel écrin. L'association AFCAR, Afrique Foundation for Art, Culture and Reading, Madame Sana Chauki, Madame Meriem Raoui, son homologue, puisque c'est un binôme qui a eu la gentillesse de nous faire venir jusqu'à vous ce soir. Nouriken. Alors Nouriken, on ne vous présente plus. Depuis le succès retentissant et les critiques dithyrambiques, dirons-nous, de votre premier roman qui s'intitulait Le premier été, publié aux éditions Maha. Nous allons d'abord reprendre le fil de ce premier écrit, ce premier souffle romanesque. Comment est née l'idée de ce roman et quelle est la genèse du premier été, Nour? Justement, ils vont mettre un petit film qui va expliquer un peu la décence précise de ces histoires. D'accord, nous repartons sur les traces donc, du premier roman de Nouriken. Fondation africaine pour la culture et... Créée en 2021, la Fondation africaine pour la culture et la lecture AFCAR s'est donné pour mission la promotion de la culture et de la lecture. Son action s'articule autour de 4 axes majeurs. La création d'espaces AFCAR comprenant notamment une bibliothèque, une agora et un espace de projection. Ces lieux sont animés par des ateliers créatifs tels que la lecture expressive des contes, les jeux éducatifs et le théâtre. L'organisation de rencontres avec auteurs et intellectuels, source d'inspiration et d'échanges enrichissants pour le public. La création de clubs de lecture ciblant les jeunes et les moins jeunes. L'organisation de compétitions culturelles sous forme de concours et de prix. Nouriken est une femme née dans les années 70 à Rabat. Elle a fait ses études à la mission française, qu'on appelait la mission française à l'époque. Ensuite, elle est venue s'installer à Casablanca pour faire du management. J'avais été en dernière année, juste avant les derniers examens, parce que je voulais faire ce qui m'intéressait le plus, c'était la littérature. Et donc, je me suis inscrite à l'université d'Ainchok. J'ai fait littérature francophone, littérature comparée, même si mon entourage n'était pas vraiment très d'accord avec moi. En fait, le déclic a été à différents stades. Lorsque j'étais jeune, mon père, qui me lisait énormément, m'encourageait à me faire éditer. Je trouvais ça pas vraiment réalisable à l'époque, parce que c'était pour moi quelque chose de trop important. Puis je lisais tellement d'auteurs, de grands auteurs, je ne pouvais pas me permettre, je ne pensais pas. Et puis ensuite, il y a 7-8 ans, j'ai eu un très grave accident de voiture. J'ai failli perdre la vie. Et pendant que la voiture était en train de glisser sur le toit, je me disais, je vais mourir. Et je peux mourir, parce que mes enfants sont grands maintenant, j'ai fait mon devoir. Et puis à ce moment-là, je me suis posé la question, une petite question qui est venue, c'était celle de oui, mais ton talent à toi, celui que ton père disait que tu avais, qu'est-ce que tu en as fait? Je me disais, ça s'est arrangé. Donc, je me suis mise à écrire à ce moment-là encore plus.
Alors ce talent Nourriken, il s'est déployé au cœur de 2 romans, ce diptyque très riche, très fluide. Le premier était suivi de Nous étions une île. Alors comment est née la jeunesse de ce roman qui met en scène une galerie de personnages féminins très haut en couleur, avec des personnalités très affirmées, très fortes, des destins très marqués, mais aussi des destins masculins tout aussi impactants. Oui. Alors, je reviens un peu sur ce qui a été dit. On dit que la première chose qu'on nous demande lorsqu'on monte au ciel, c'est pas as-tu fait du bien ou du mal, mais qu'as-tu fait de ton talent, c'est-à-dire cette petite chose qu'on a tous en nous et qui fait qu'on peut réaliser de belles choses et faire de belles choses de notre vie. Et après cet épisode-là, j'avais besoin de faire quelque chose de mon talent, de ce que j'estimais être mon talent, aussi modeste qu'il soit. Et donc ça a commencé comme ça. La genèse a été en fait tout simplement une jeune fille en train de courir sur la plage. Et c'est un moment qui a été très, très particulier pour moi parce que je me suis retrouvée en elle des années avant, avec cette insouciance, en train de courir avec mes cousines, en train de vivre un moment léger, voilà. La grâce de l'adolescence, de la jeunesse incarnée par le personnage principal, Tania. Voilà, qui est... Et Tania, petit à petit, cette jeune fille dont j'aimais écrire dans les années 80, donc dans mon adolescence, elle s'est de plus en plus entourée de gens qui sont apparus. Il y a eu la famille, il y a eu les amis, il y a eu les voisins. Et tous ces gens-là avaient des choses à dire. Et tous ces gens-là se sont mis à parler, se sont mis à raconter leur histoire. Donc, cette histoire, elle prend précisément forme dans le Maroc, au plus fort du Maroc des années 80, oui. Quelque part dans le nord, on imagine. Voilà, on va nord dire marocain, on imagine que c'est le nord marocain. Non, pas vraiment le nord, mais oui, on va dire que c'est sur la côte atlantique. Voilà. Et petit à petit, à travers le second, on découvre plus ou moins de quelle ville je parle. On ne rentre pas dans les noms, parce que quel que soit le cas, que ce soit au nord ou au sud, l'histoire reste la même. Et c'est l'histoire d'une famille, tout simplement. Voilà une famille avec une famille où on s'aime, où on se déchire, où on se dit des vérités, où il y a d'autres vérités un peu plus sous-jacentes, en filigrane, qu'on peut deviner, puisque vous avez une écriture très fine. Racontez-nous, comment est née cette galerie de personnages? Est-ce que c'est d'inspiration autobiographique? Est-ce que c'est tout simplement romancé, Nourriken? C'est romancé. Il y a de l'autobiographie, effectivement. Comme chez tout écrivain, je pense qu'il y a un fil autobiographique. Mais la plupart des personnages sont des sortes de puzzles, en fait, que j'ai créés à travers des gens que j'ai rencontrés, à travers des gens qui ont vécu et que j'ai côtoyés. Et on dit de l'inspiration que c'est en écriture, c'est ça qui est le moteur de l'écriture. Or pour moi, l'inspiration, c'est inspirer tout ce qui m'entoure et expirer à travers mes mots ce que j'en garde. Donc ce que j'en ai gardé dans le 1, le 2 et prochainement dans le 3. Couchée sur le ventre, elle ferme les yeux, écoute d'une oreille distraite la voix de la grand-mère qui a repris son récit, puis écarquille les yeux. Elle vient de se rendre compte qu'elle s'est allongée près du blondinet qui se cache sous le parasol. Il n'ose pas encore ouvrir sa peau délicate aux rayons féroces de notre soleil. Gênée, elle demande si inconsciemment elle ne cherchait pas à se rapprocher de lui. Elle rougit, enfonce son visage entre ses bras pour se cacher. Elle pense un instant, se relever et déplacer plus loin sa serviette de bain, mais elle ne peut plus. Une main, doucement, ramasse du sable et lui en saupoudre sur le dos. Des grains de chaleur couvrent, une à une, les gouttes d'eau de mer qui traînent encore sur sa peau. Alors là, c'est le premier contact que Tania a avec son... Raphaël. Ouais, avec Raphaël. Et en fait, c'est vraiment le début de ces sensations qu'il va y avoir, de ces palpitations qu'elle va connaître.
Et puis j'ai trouvé ça intéressant d'en parler parce que c'est quelque chose dont on parle très rarement, au Maroc surtout, et de décrire un peu ce qu'une jeune fille peut ressentir et comment elle peut vivre sa première histoire d'amour. Alors ce qui est intéressant aussi, ce sont les regards croisés féminins de différentes générations, par exemple. Enfin, pas tout à fait tant toute critique tout bas, cette idiote qui n'a pas su préserver ses privilèges, et par voie de conséquence, l'aura qui se répercutait sur la famille. Encore une autre chouma à subir. Heureusement que madame, donc madame, c'est la grand-mère, la matriarche, toute puissante, a le fuseau horaire qui se dérègle surtout la nuit. Que va-t-elle dire lorsqu'elle reviendra à la réalité demain matin et qu'elle découvrira le renvoi de Shaina? Shaina, donc, la Alors, madame, j'ai utilisé le nom de madame pour dire Lella. Parce que pour moi, Lella, c'est devenu tellement générique. J'avais besoin d'un terme qui montre comme quoi elle est très importante. Madame est très importante dans la famille. Et en même temps, madame a beaucoup de petites filles. Et puis, je voulais montrer un peu ce côté qui était différent entre les petites filles qui doivent suivre les règles, qui sont là, qui doivent respecter tout ce qui est conventionnel, tout ce qui est. Et puis il y avait cette petite fille qui était particulière parce qu'elle était la concubine d'un prince moyen-oriental. Et ça les dérangeait pas. Et voilà, je voulais montrer la différence entre les deux, c'est-à-dire madame qui va faire très attention à ses petites filles et les autres, et à celle-là, ils vont accepter d'elle tout parce qu'elle est la concubine d'un riche prince du Moyen-Orient. Exactement. Voilà, donc c'est plus convenu. Voilà, c'est ça. C'est plus acceptable. C'est vraiment les deux, un moment où on voit deux sortes de visions différentes d'une même société, d'une même façon de voir. Et effectivement, les femmes sont très importantes, et notamment on a cette dichotomie entre les femmes qui sont âgées et les jeunes filles. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en même temps, il y a cette insouciance des gamines qui sont en train de courir sur la plage et de s'amuser. Et en même temps, il y a les femmes d'un certain âge, et c'est ces femmes-là qui, tout en restant silencieuses par rapport à leurs sentiments, mais elles sont quand même très bavardes, et c'est grâce à elles qu'on découvre la vie du XXe siècle, la vie du Maroc du XXe siècle, notamment surtout bourgeoise dans le premier. On découvre ce qui se passait dans les riads, on découvre comment on peut appeler ça, le communautarisme qu'il pouvait avoir justement entre Fassi et Berbères et autres. Et tout ça se répercute, enfin ça se voit à travers les personnes d'un certain âge, les femmes âgées, quoi. Madame silencieuse compulsa son rousrou mental. Bah, Ben Koura, nom inconnu au bataillon des familles Fassi donc, respectable. Qui est Ben Koura, mon fils, osa-t-elle d'une voix douce comme le caressant dans le sens du poil pour ne pas l'énerver. C'est un riffin, répondit Adib irrité, et qui, en homme moderne, ne cautionnait pas les préjugés communautaires d'un autre temps. Donc, tu vas épouser une riffaine. La voix de madame était montée dans les aigus, puis redescendue dans les calmes. Devant le oui décidé de son fils, elle insista. Une riffaine du Rif, comme s'il y avait des riffins venus d'ailleurs, de Danemark ou de Norvège. Peut-être, puisque leurs ancêtres descendaient tout droit des Vikings. Oui, une riffaine du Rif. Traumatisée par l'expérience de son troisième fils, celui qu'elle appelait la prunelle de ses yeux, et qui était devenue la prunelle des yeux d'une Sénégalaise, traumatisée par sa mère Jamie Lily, qui venait de divorcer pour la seconde fois, madame soupira, se demandant combien de courriers indésirables lui seraient encore distribués et combien de fois elle devra en remercier Dieu. Sohan, la viking du Rif, fut présentée à la grand-mère le vendredi suivant, comme prévu. Madame ébahie vit arriver une grande et belle jeune fille blonde aux cheveux coupés courts, habillée à l'européenne. La belle blonde se pencha et lui embrassa la main en signe de respect. La grand-mère faillit retirer sa main, mais se retint à temps, surtout ne pas embarrasser son fils et ne pas le contrarier. Sans voix et sûrement, se demandant quelle langue de sauvage cette fille parlait, elle tapota le divan de sa main pour l'inviter à s'asseoir. Sohan s'assit le dos bien droit, les mains sur les cuisses et sourit à sa future belle-mère de ses grands yeux clairs. Madame, perplexe.
posa sa perplexité dans une question. « Tu es une Nasraniya, ma fille ?» La Nasraniya, grande, blonde et au dos bien droit, tout le contraire des connaissances féminines de madame qui se tenait effondrée sur elle-même parce que personne ne leur avait appris à être fière d'elle-même. Donc, la Nasraniya au dos fier lui répondit en bon dialecte de chez nous et non en langage barbare, en utilisant le même madame de la déférence. « Je suis marocaine, madame. » Pour la regarder, madame se redressa et leva la tête, faisant craquer son cou qui n'avait pas l'habitude de se tenir aussi droit. À part Lily, elle n'avait jamais vu de femme aussi belle. Toujours dubitative, elle tenta. « Tu es convertie ?»« Non, madame, je suis comme vous, de religion musulmane, comme mon père et ma mère, et leurs parents avant eux. » Mais où donc son fils était allé débusquer une telle femme? Elle continua son interrogatoire. « Tu es d'où, ma fille ?»« Je suis de Fès, madame. » Ça se compliquait. Une viking musulmane qui venait du Rif et qui habitait Fès. Exactement, voilà. Donc vraiment, pour elle, c'est une étrangère. Et c'était un... Ça s'est inspiré de quelque chose qui est vraiment arrivé. Hein. Au sein de la famille. Raconté, non, pas au sein de la famille. Autour de vous. Voilà, c'est ça. Et qu'on m'a raconté, et puis moi, que j'ai romancé et que j'ai rendu très humoristique, effectivement, il y a eu ce clash entre l'arrivée d'une rifaine dans une famille fascie. Je pense que de nos jours, il y a moins ce problème de communautarisme, il est moins présent, ou peut-être un peu encore. Mais là, enfin, il était assez flagrant, notamment dans ce livre-là, dans le premier. Alors, vous puisez justement cet humour qui est assez féroce, assez intact, hein, très vivace autour des personnages féminins, mais aussi masculins. Oui. Puisqu'il y a un bel équilibre au sein des deux romans. Hein. Oui. Nourriken, Oui. Dites-nous un peu. Vous en imprégnez autour de vous En fait, c'est nécessairement pour moi, j'ai besoin de faire prendre conscience aux femmes de toutes les responsabilités qu'elles portent sur leurs épaules. Même s'il y a beaucoup d'humour, on lit entre les lignes des choses qu'elles portent, leurs responsabilités dont elles ne se rendent même pas compte parfois. Et à côté, c'est vrai qu'il y a quelques personnages masculins qui sont pour l'instant assez légers, dans le sens où on ne voit que le côté peut-être agréable de leur personnalité, mais qui petit à petit vont apparaître un peu plus durs et un peu plus difficiles. Mais c'était pour moi nécessaire. Je voulais que ce soit en fait une histoire de femmes, entourée de femmes, et puis de femmes depuis presque le début du XXe siècle. Toutes ces femmes qui n'existent plus et qu'on a oubliées et dont on ne rend pas réellement hommage comme on devrait. Donc c'était une façon aussi de les raviver, de rendre intact. C'est ça, c'est tout simplement ça, c'est la mémoire, c'est garder la mémoire de toute une génération, de plusieurs générations, puisque là on est sur 3 générations. On a la grand-mère, les tantes et les petites filles. Les cousines, les petites filles. Et j'avais besoin de raconter toutes leurs histoires et tout ce qui leur arrive. Et notamment dans le 2, oui, sans spoiler. Nous étions une île. Dans Nous étions une île, il y a carrément une confrontation entre l'ancienne génération et la nouvelle. Parce que l'ancienne génération a une façon de faire qui est différente. Il fait froid, c'est l'hiver. Et la grand-mère demande son babour. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent ce que c'est qu'un babour. À part toi. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est qu'un babour. Oui? C'est à faire. Exactement. C'est un grand récipient C'est ça. qui existait à Fès. C'est ça. Il y avait un petit robinet. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Exactement. Et donc la grand-mère demande ça, elle le demande à ses petites filles. Ses petites filles ne comprennent pas ce qu'elle leur demande. Et la grand-mère s'énerve. Alors que sa fille Lily lui dit « Mais pourquoi tu demandes à tes petites filles? Elles ne savent même pas ce que c'est. » Et la grand-mère lui dit « Mais pourquoi vous les avez laissées sortir sans leur donner le savoir de l'intérieur, c'est-à-dire tout ce qui est tradition, tout ce qui est culture,
tout ce qui nous représente, tout ce qui est notre identité, même si par la suite elles vont finir par aller dans d'autres directions, mais qu'elles aient ça en elles, leurs racines, qu'elles les aient. Et c'est un moment qui est très important pour moi. Pourquoi personne ne leur a appris ce qu'est un babor? Qui leur a donné accès à l'extérieur avant de leur apprendre ce qui est à l'intérieur? La matriarche de la famille s'indigne. Elle veut savoir pour quelles raisons ces petites filles n'ont pas été initiées au savoir de l'intérieur, celui qui est composé de toutes les coutumes familiales et qui définira leur identité. Puisque la vie des femmes n'était plus cantonnée entre les murs des maisons, c'est qu'elle admettait comme un droit acquis qui ne pouvait être contesté. N'avait-elle pas elle-même bravé toute la Minia de Fès en sortant tête nue pour soutenir sa fille Lily et ses drôles d'idées féministes? Il lui semblait, cependant, d'une importance vitale de leur transmettre leur héritage culturel avant de les laisser se perdre de par le monde et d'y perdre leurs racines. L'instruction d'accord, mais les traditions d'abord. C'est ça, tout à fait. Voilà. Je pensais que c'était très important. Ouais. Et surtout, notamment de nos jours, où il n'y a plus l'apprentissage de personnes d'un certain âge aux jeunes et disparaît de plus en plus. On n'a plus cette façon de faire apprendre aux gens juste par la parole, juste par le geste, juste par apprendre aux jeunes. Ils sont souvent sur leur téléphone, ils n'ont plus vraiment, ils s'isolent même de leur identité. Et sans être réactionnaire, j'avais besoin de rappeler que c'était quelque chose d'important, ne pas se perdre, voilà, ne pas devenir homogène avec toutes ces nouvelles technologies, exactement, et s'homogénéiser et de plus avoir sa propre identité. Alors ce titre, c'est un roman très musical, c'est un récit qu'on peut entendre en musique puisqu'il est vraiment traversé par les tubes musicaux, oui, voilà, célèbres, voilà, de l'époque des années 80, anglais, italien, français. C'était important pour vous d'insuffler à nouveau cette dolce vita, cette douceur de vie en fait. Hein. C'est l'époque, c'était l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Pas de téléphone portable. On n'avait pas de téléphone, on n'avait pas d'ordinateur, on avait nos petites cassettes, les Walkman, les petits machins qu'on devait tourner pour remettre au début, et puis on apprenait par cœur nos musiques, et ça faisait partie c'était l'une des choses les plus importantes. Culture. Oui, et l'une des choses les plus importantes qu'on avait, et c'est une sorte de bande-son. On avait une bande-son de notre vie, voilà. Et ces bandes-son, elles étaient rares parce qu'il n'y avait pas énormément non plus de musique. Je me rappelle de la radio, on enregistrait les chansons qui passaient rapidement pour pouvoir les réécouter par la suite. Ce qui n'existe plus. Absolument. Dans quelles conditions écrivez-vous Nouriken? Est-ce que vous avez besoin de vous isoler? Est-ce que vous avez besoin de vous imprégner de la rumeur de la rue, du vacarme de la vie? Non, je n'ai pas besoin de temps, pas du tout. J'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin d'être en face d'un mur blanc pour ne pas que mon... Un peu difficile à Casa, hein? Oui, enfin, je me suis pris un petit bureau avec un mur blanc en face de moi où il y a plein de notes pour ne pas oublier ce que je dois faire. Mais j'ai besoin de travailler comme ça parce que sinon mon attention va être systématiquement orientée vers d'autres. Et puis bon, j'ai disons une famille qui vient... qui vient à tour de rôle. Vous espionner, voilà. Est-ce qu'elle travaille? Non, même pas venir qui me prend pour le bureau des plaintes. Donc de temps en temps, j'ai le droit à quelques. Mais ça ne m'empêche pas de travailler. Comment vous imprégnez-vous de vos personnages? Puisque c'est un récit choral, hein, c'est un récit où on retrouve en fait les personnages du premier roman dans le second. Vous avez un vrai souffle romanesque. Ils ont été écrits en même temps, en fait. Et ce qui est assez étonnant, c'est-à-dire quand on les lit, et quand on les lit avec beaucoup de précision et en faisant bien attention, on se rend compte qu'ils se répondent les uns les autres. Donc le 1, il y a des choses dans le 2 qui répondent au 1, et dans le 3 aussi, et puis ça continue comme ça au fur et à mesure. C'est des choses qui reviennent en fait. J'écris cycliquement, c'est-à-dire en forme de cercle, tout simplement. À travers ces deux romans, Nouriken, vous rappelez la grâce, la force, la puissance de l'adolescence à cette période où on est invincible, où rien ne peut nous arrêter. Oui, pour moi,
l'adolescence, c'est vrai que c'était quelque chose qui était... Enfin, je ne m'en rendais pas compte. J'ai commencé à écrire et c'est là que je me suis rendu compte que c'était une période de vie qui est particulière, l'adolescence. C'est un entre-deux où l'âme est en construction, où l'adolescent n'est plus vraiment un enfant, il n'est pas encore un adulte, son rapport au monde devient conflictuel, hésitant, et puis... je ne sais pas, on parle d'âge ingrat, mais ce n'est pas parce que physiquement il se transforme. C'est un âge ingrat parce que les adultes se rendent compte qu'ils ont pris de la distance par rapport à eux, alors qu'en fait ils sont en train de devenir. Et le terme même devenir, ça veut dire étymologiquement partir de quelque part pour venir ailleurs. Et ils viennent à l'âge adulte. Et voilà, c'est ça. L'adolescence, c'est une sorte de cocon où ils se forment pour devenir ensuite des adultes avec leurs failles, leur fragilité, leur richesse. Tania se penche à nouveau sur le premier sujet. Donc, c'est son bac. Peut-on forcer quelqu'un à être libre? Force et liberté, deux mots qui se contredisent. Donc la liberté, si ses parents pourraient la forcer à être libre, ce serait merveilleux. Nous te forçons à sortir ce soir, nous te forçons à t'amuser, nous te forçons à aimer, nous te forçons à aimer spécialement celui que tu aimes. Nous te forçons à l'appeler au téléphone et à passer des heures à discuter avec lui, encore mieux. Nous te forçons à aller le voir. Il doit se sentir seul, le pauvre, obligé à être libre. Paradoxe de penseurs français qui ont oublié la soumission. La véritable question est, peut-on s'obliger à être libre? Exactement. Je voulais parler de ça, de la liberté, du fait que à cet âge-là, on a cette force en nous d'être persuadé qu'on peut faire plein de choses et d'être libre. Libre dans le véritable sens du terme, au-delà de tout ce qu'on peut, des attentes familiales, au-delà de tout ce qui est société, tout ce qui sont... Et que finalement, toute liberté, tout choix qu'on va faire, toute décision qu'on va prendre, eh bien, c'est une décision qui, à un moment ou à un autre, va blesser. Parce qu'on a beau prendre des décisions, on a beau décider de notre vie, à un moment, il arrive où il y a des conséquences. Et les conséquences, disons que c'est entre le 1 et le 2, ce sont si on peut dire, c'est comme les battements d'un papillon, des effets d'un battement de papillon. Et ce que nous rappelle aussi Rimbaud, n'est pas sérieux quand on a 17 ans. C'est ça. Et Kate Doué. Exactement, c'est les effets d'un battement de papillon. Et les conséquences, eh bien, on les retrouve dans le 3. C'est là que ce petit battement de papillon, qu'on pensait juste une petite décision comme ça, eh bien, va prendre des proportions plus importantes. Alors là, vous venez de nous mettre dans la confidence. Vous avez dit, c'est ce qu'on retrouve dans le 3. Cela veut dire que vous êtes actuellement en écriture, en projet, pour un troisième volet. Correction. Et la correction, c'est le plus dur. Parce que je deviens plus exigeante avec moi-même. J'ai du mal, je dois prendre la distance par rapport à ce que j'écris. Et c'est vrai que c'est le travail le plus difficile pour moi. Autant l'écriture vient facilement, autant la correction, là, je galère. Et puis mon éditrice n'est jamais très contente. Elle a l'air ravie, Madame Desmottes, qui représente Ma Édition, est ravie. Elle n'est jamais très contente que je tarde autant, mais bon... Elle n'a pas l'air d'être un aimable tyran comme ça, Michel, mais je pense que... Oui, non, mais... Alors, est-ce que vous avez des questions à présent, messieurs, dames, pour Nouriken? Voilà, vous l'avez compris, hein, on est face à deux romans au souffle très puissant, écrits avec beaucoup de finesse. C'est très sensoriel, c'est aussi poétique. C'est tragicomique, hein? Oui, c'est volontairement. Voilà. En fait, souvent, il y a des émotions qui sont très fortes. Oui. Et c'est à ce moment-là que j'introduis l'humour, voire l'ironie, Ouais. et pour pouvoir poser un peu la chose et puis donner de la distance. Oui. À ce moment-là, on peut y réfléchir et puis on peut se dire, c'est vrai qu'on peut réfléchir, avoir moins de préjugés. C'est un roman ce sont deux romans, très profondément méditerranéens en fait. Il pourrait se passer à Porto, à Tunis, à Palermo, en Turquie aussi. Il y a
cette façon de rire, de s'amuser de la vie, en fait, de façon très méditerranéenne. C'est-à-dire que j'ai eu des lecteurs même américains et ils se reconnaissaient en ça. Je veux dire, bon, au-delà de la culture, ils se reconnaissaient dans puisque tout ce qui peut être général, que ce soit les sentiments, l'insouciance de la période, et ils le reconnaissaient le retrouvaient. Combien de temps m'a-t-il fallu pour t'oublier? J'ai longtemps gardé l'habitude de fermer les yeux dans les bras d'autres hommes pour t'imaginer en train de m'aimer à leur place. Ensuite, dans ma course effrénée à faire carrière, j'ai laissé ton image s'estomper, ta silhouette, ton visage se sont éloignés, et lentement, le grain de ta peau, ton odeur, ton rire, le ton de ta voix, la forme de ton nez, la douceur de tes mains, tout ce qui était toi est passé à la trappe. Mais à chaque séparation, à chaque homme que j'ai quitté, ce n'était finalement que la répétition d'une seule souffrance, la nôtre. Ce qui resta le plus longtemps, ce qui s'éloigna le plus difficilement, ce sont tes yeux qui me fixaient, la tête penchée, posée sur ta main, tes yeux et leurs désirs obliques. C'est très poétique ça, tes yeux et leurs désirs obliques, c'est contemporain, c'est pensé à la peinture. Ils ont traîné longtemps dans ma mémoire avant de disparaître au point, à ma grande honte d'en avoir oublié la couleur. Étaient-ils vraiment bleus, ou ma mémoire les avait-elle confondus avec le ciel? Ouais. Très sensoriel, hein, ouais. Très charnel, très caliente. Des questions. Lancez-vous dans le grand bain. Voilà, le bain de l'émotion, de la gloire, hein, de la grâce de l'adolescence, où tout est possible, où tout est permis. Voilà. Où on aime avec un grand A, où on se sent pousser des ailes, vivant, vibrant, rien ne nous atteint. N'est-ce pas? Oui. Jusqu'au premier été. Ouais, c'est ça. On peut parler aussi du génie du titre. Hein. Nous étions une île. Voilà, nous étions une île. On va revenir peut-être sur le génie du titre parce que ça peut intéresser nos amis ici présents. Il y avait deux corps qui dansaient une idylle. Un seul cœur, toi et moi. Nous étions une île. Je suis les pas où nous nous cachions, les lieux où nous parlions. Ombre et lumière sur le chemin des adieux qui mène à l'estuaire. J'aimerais te réciter, te garder comme une prière. J'aurais voulu te dessiner. J'aurais voulu avoir le don du Père. Il y avait deux corps soudés à l'est qui refusaient la nuit. Ils s'entêtaient à tourner au rythme des saisons, à nager dans un océan en furie. Ils bruissaient de souvenirs et se déposaient sur la jetée. Où te cachais-tu dans l'obscurité? Derrière quel arbre m'attendaient tes baisers? Il y avait deux corps qui se racontaient des histoires à dormir debout, qui refusaient le sommeil pour ne pas rêver, ne pas oublier surtout. Je me promène dans leur insomnie. Je rêve de ceux qui n'ont jamais été. Je rêve dans leur fantaisie. Je rêve du temps où les thons touchaient l'écume vers midi. Et les crabes leur tenaient compagnie. Une myriade d'étoiles et tout le sable de la plage et toutes les vagues de l'océan se souviennent des deux êtres qui furent ou ne furent pas, qui se rencontrèrent ou ne se rencontrèrent pas, qui s'aimèrent ou ne s'aimèrent pas. Mon esprit hésite et doute. Cette caresse sur ma main, était-elle la tienne ou juste les rayons du matin? Le titre « Nous étions une île » vient d'un grand écrivain qui disait nul homme n'est une île, tout homme est fragment du continent. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on fait partie d'un ensemble. Ces deux adolescents font partie d'un ensemble, de familles, de cultures différentes, de religions différentes. Et pourtant, leur amour les extrait de cette condition de ce continent culturel, social, idéologique. Et leur crée un monde rien qu'à eux, où ils n'existent que l'un pour l'autre. Et puis c'était aussi une métaphore par rapport à l'époque, parce que les années 80, on était plus ou moins dans l'isolement dans le sens où il n'y avait pas Internet, les réseaux sociaux, il y avait la télé, mais les informations n'étaient pas répercutées à la seconde près. Matraquées comme voilà. aujourd'hui. Et puis on vivait dans un isolement entre nous, mais un isolement vivant
de relations humaines. Vous le disiez tout à l'heure, un entre-soi. C'est Alors, ça. Quelles sont justement vos influences littéraires nourricaines? Parce qu'on sent là il y a beaucoup de références. Hein. Les Ce que j'ai références- dit, là, je revois Boris Vian, L'écume des jours, enfin, Oui. beaucoup de... Écoutez, c'est Pascal Influence. Quignard, Ouais. c'est Vénus Rodegata qui est décédée il n'y a pas Oui, longtemps. l'autrice libanaise Exactement. qui nous a fait l'honneur de venir à Casablanca Ouais, plusieurs c'est fois, vrai. au Salon du Livre en effet. Il y a Wajdi Mouawad Oui, qui a écrit Ouais. de fulgurance. ouais. Dramaturge libanais. Exactement. Ouais. Et puis, je sais pas, pour la musique des mots, Verlaine, Walt Whiteman, et puis, comment s'appelle le grand poète palestinien Mahmoud Darwish. C'est ça, tout à fait, Mahmoud Darwish. Oui. Ah, puis j'en pourrais en raconter beaucoup, en citer beaucoup. Mais bon, moi je vais. C'est un roman aussi assez pictural. Hein. Oui. On sent beaucoup de photos, beaucoup de formes. C'est peut-être d'images. le fait que Ouais. j'ai grandi autour d'images et de couleurs et de peintures, donc peut-être que c'est pour ça que ça s'est répercuté. Là, c'est très riche. En tout cas, c'est un voyage intense et très sensoriel. Hein. Vraiment bravo. Oui, merci. Des questions? Oui, madame. Je vais juste rebondir sur l'attache en fait, au continent, avec l'image en fait, avec la photo. Oui. On voit le littoral et on voit en fait cette île avec un arbre. Oui. Donc j'imagine les racines en fait. Là, c'est les racines qui nous rattachent. Exactement. Donc voilà, je voulais savoir pourquoi cette image. Donc, vous l'avez un peu expliqué, mais est-ce que vous pouvez nous en dire? Cette image est particulière et je suis désolée, j'ai du mal pour vous voir. Cette image est particulière et la réponse à cette image est dans le 3. Voilà. Ah d'accord. On comprend pourquoi cet arbre est là, dans le 3. Alors autre chose aussi, c'est Oui. vous avez parlé de l'âge ingrat. Enfin, Oui, voilà, l'âge ingrat. Mais est-ce que, au fait, cet âge ingrat, c'est cette contradiction, je crois qu'on est un peu, en tant que parents, Oui. on a tous vécu, au fait, cette adolescence où tout est revendication, tout est demande de liberté. Exactement. Et détachement par rapport aux parents et à l'emprise parentale. Donc, au fait, l'âge ingrat, pour moi, c'est ça, en fait. C'est ça, C'est ce rejet total. tout à fait. Par rapport à tout ce qui vient en fait de Exactement. Ça, mais ça, c'est votre interprétation en tant qu'adulte et en tant que parent. Parce que l'enfant que vous aviez il y a quelque temps contre vous, tout à coup, ne veut même plus vous prendre dans ses bras. Et c'est pour ça que on trouve, en tant que parent, que cette période-là, c'est un âge ingrat. Mais en fait, ils sont toujours là, ils sont juste en train de se former eux-mêmes. Et ils reviennent plus tard, mais différemment. Ils reviennent. En tant qu'adulte. Exactement, souvent beaucoup. Et souvent, on a beaucoup de difficultés à pouvoir s'en débarrasser ensuite. C'est vrai qu'il y a vraiment tout l'imaginarium adolescent. Ouais. C'est vraiment dépeint avec beaucoup de finesse. Exactement. Ouais. Tout à fait. Ben, j'ai essayé, j'ai essayé de reprendre tout ce que j'ai pu de mon enfance et puis de mon adolescence. Et celle de vos enfants? Vous n'étiez pas les mêmes adolescents? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein. Ben, celle de mes enfants, disons, je pense que dans le 3, je me suis beaucoup inspirée de oui. Dans le 3. Ouais. Parce que c'est des enfants des années 90. Oui, c'est vrai. Donc, et puis là, on arrive aux années 90. Ouais, donc, ouais, je crois que c'est là que eux se reconnaîtront. Ouais. Et donc la spirale du récit choral se poursuit. Tout à fait. Comme la spirale de Tout à fait, Picasso. on continue, voilà. On continue 90, les années 2000, et on remonte jusqu'à, je ne dirais pas la fin, mais jusqu'à une période bien particulière. Donc nous devons attendre Oui. le troisième volet. Voilà. On va devoir faire preuve de patience. Tout à fait. Et vous de discipline. Petite question. Oui, oui. Voilà. Merci madame. Alors pourquoi les couchers de soleil? Sur le premier, il y a un coucher de soleil.
Sur le premier, il y a un lever de soleil. C'est le premier été. Le soleil, le deuxième coucher. Ça, c'est tout Et à fait- troisième, il revient. Non. 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 Alors là, ça serait encore plus spoilé, là, je ne peux pas. Déjà, j'ai essayé de spoiler le moins possible. Oui, une question, monsieur? Merci. Bonjour, je vous remercie pour l'échange. Alors, j'ai lu le livre. Et, Lequel? le deuxième, celui de la présentation. Ah, d'accord. Il a lu. Merci, j'ai lu, merci pour la qualité de la présentation. Alors, moi, j'aimerais que vous m'éclairiez, s'il vous plaît, sur les choix de prénoms. Alors, autant Raphaël, Dino, comme étranger, j'arrive à comprendre, mais Tanina et Sohan, j'ai eu un peu du mal à m'imaginer les personnages comme Rifen et Oui. Marocain. Tanina, déjà, c'est berbère. Et ça veut dire oiseau du paradis, tout simplement. C'est vrai que c'est un prénom qui est très rare. Et c'est fait volontairement. En fait, le choix de tous les prénoms sont faits volontairement pour être le moins possible. Parce que moi, ça me dérangeait d'avoir des prénoms qui auraient pu me faire penser à quelqu'un. Donc, j'ai essayé de les adapter pour que personne ne se reconnaisse. Lorsque je lis un livre et que je retrouve mon prénom, ça me dérange. J'ai pas envie. J'avais ce problème-là. Hanna aussi, c'est marocain. Sheina aussi. Je veux dire, c'est vrai que la seule où on peut dire pour quelle raison c'est Swan. Kokis, on comprend comment il s'appelle, parce que c'est juste un pseudo, mais dans le 3, on sait comment il s'appelle réellement. Voilà, je crois que c'est... Et Lily, c'est volontaire aussi, c'est parce que ça va être c'est une figure assez forte, cette femme-là. C'est vraiment la liberté dans le sens où c'est quelqu'un qui avance et qui ne respecte rien, enfin qui n'a pas de limite. Sa limite, c'est la vie, c'est vivre comme elle veut. Et j'avais besoin de lui donner un nom particulier. Merci. De rien. Je vais juste reposer la question par rapport à Madame. Oui. Alors que Lella. je pense que Lella, elle a tout son poids dans Oui. la société marocaine. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à la remplacer par Madame? Vous C'était- avez essayé de donner une explication, mais je n'étais pas très convaincue. Vraiment, pour moi, c'était pour expliquer que Lalla est devenu un terme générique. On ne se rend pas compte quand on dit Lalla. Enfin, nous, je ne sais pas, à mon âge, on ne se rendait pas compte que ça voulait dire madame. Que c'était un signe de respect. Pour nous, Lalla, c'était la grand-mère, point. Et j'avais besoin de pointer ce respect en disant madame. Madame est important. Madame est... ça n'est plus seulement un terme générique, Lella. Voilà. La grand-mère, c'est Lella, alors que là, madame, ça lui donnait plus d'importance, ça lui donnait plus de respect. Et c'est ses propres petites filles qui lui disent du madame, je trouvais que c'était encore plus respectueux. Oui? Oui, une question? Oui, oui, merci. En fait, vous avez évoqué énormément de personnages et c'est vrai que c'est une histoire avec des personnages truculents. Alors donc, je voulais savoir quel est ton personnage préféré dans tous ces personnages et est-ce que c'est le même personnage préféré dans le premier, dans le deuxième tome et dans le troisième? En fait, j'ai deux personnages particuliers. J'en ai deux. J'ai Kokis. C'est le grand frère. Et je pourrais passer des pages et des pages à écrire dessus. Seulement, je me fais taper sur les doigts par mon éditrice qui me dit qu'il va falloir me limiter tout ça. Et il y a, étonnamment, le pivot de la famille. Ça n'est pas madame, justement. C'est Lily. C'est elle, autour d'elle, que tourne toute la famille. Et plus les livres avancent, et plus on se rend compte pourquoi. Pourquoi c'est elle qui est le pivot et pourquoi tout tourne autour d'elle. Elle est l'exemple même pour ses filles, ses nièces, pour sa vie, pour la vie qu'elle a pu vivre. Et on revient encore à nouveau à ce que je disais tout à l'heure. Toute décision est un choix, mais tout choix blesse.
Et elle, c'est quelqu'un qui, même si elle ne montre pas, est quelqu'un qui est très blessé et qui est forte quand même. Voilà. Donc Lily. Lily, comme on dit dans la littérature américaine, elle est bigger than life, c'est-à-dire qu'elle est plus grande que la vie. Et c'est pour ça que je voulais, même si on la voit très peu au début, mais après on comprend pourquoi. Voilà. Oui, monsieur. Bonjour. Alors, en lisant votre roman, j'ai rencontré le mot barbare. Barbare. Vous en avez parlé. Exactement. Est-ce que votre usage de ce mot-là, oui. Est-ce que c'est contextuel à la bourgeoisie marocaine des années 80? Est-ce que c'est avec intention que vous avez utilisé ce mot-là? Parce que pour lire un roman en 2026 qui dit barbare et qui décrit les Ricains en tant que barbares, il faut avoir de l'intention pour écrire ça. Oui. Et vous voulez ma réponse franche? Oui. Oui. C'est pour démontrer. C'est pour démontrer exactement le racisme de l'époque qu'il y avait et qui était encore, je pense, dans les années 80. C'est des choses que j'ai entendues moi-même. Donc, je l'ai écrit, puis je l'ai assumé un peu. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai entendu par rapport à d'autres personnes. Oui, mais je pense que ça marche parce que ça évoque le temps dont vous écrivez. Oui. C'est pour ça que je voulais juste demander si oui. Et ça marche et ça fait réfléchir aussi. Oui. Parce qu'à ce moment-là, on se dit, ah bon, quand même, hein, c'était comme ça que les gens réfléchissaient, c'était comme ça que les gens se comportaient, enfin, se traitaient les uns les autres. Et ça, c'est... Parce qu'aussi, on oublie. Tout à fait. Mais on oublie. Tout à fait. Mais vous savez que ce livre, il est surtout écrit pour des gens de votre âge. C'est pour que vous n'oubliez pas d'où vous venez. Et même si vous allez très vite et loin de nous, mais au moins que vous sachiez, voilà, quelle était l'histoire en tout cas d'une société. Merci. Personnellement, je n'ai pas encore lu ce roman, mais à travers le bel échange que vous venez de nous offrir, ça m'interpelle, enfin, cet échange m'interpelle sur un certain nombre de questions. La première est relative à ce que vous avez dit au début, quant au fait qu'on devrait nous questionner le jour du grand jugement, non pas sur du bien ou le mal qu'on a fait, mais sur notre talent. Exactement. Question, à mon avis, très importante, et peut-être qu'on devrait inclure ça dans le logiciel, entre guillemets, pour qu'on nous questionne effectivement sur ce que nous avons fait de notre talent, ce que nous avons fait de notre temps, et surtout, ça devrait interpeller en nous la question, est-ce que faire attention à ne pas passer à côté de soi. C'est ça. Je pense que c'est quelque chose de très important. Je pense que dans les, dans les occupations quotidiennes de la vie, on a tendance à s'oublier et à ne pas, je dirais, aller explorer, je dirais, profondément ce que nous sommes. Le deuxième point relatif au titre, je dirais ce que vous avez évoqué au sujet de ce titre-là, et la question que pose Madame Lella, en disant pourquoi vous les laissez sortir sans leur transmettre le savoir justement intérieur. Et je dirais que c'est quelque chose qui s'applique aujourd'hui à nous tous. On a l'impression qu'on est une nation sans mémoire. Oui. C'est de plus en plus le cas. À tel point qu'on pourrait dire, on pourrait imaginer une métaphore en faisant référence justement à votre titre, et en se disant, est-ce qu'on était auparavant tous des îles avec des identités, et que au lieu juste
avec les moyens de communication, de dresser des ponts entre les îles, on est tous, en quelque sorte, on est en train de baigner tous dans un océan. Je dirais même qu'on est noyé dans cet océan, on a perdu nos identités. Exactement, tout à fait. On a perdu tout ce qui faisait notre richesse, c'est-à-dire nos distinctions. Nous étions distingués à travers tout ce qui nous représente, tout ce qu'on est. Et là, ça devient tellement homogène que enfin, les gens se ressemblent de plus en plus et la vie en général n'a plus cette particularité typique à chaque société. Et notre culture, c'est vrai que petit à petit, elle se délite avec tout ce qui rentre maintenant. On n'a même plus besoin de sortir. Ça rentre directement dans nos foyers, et, enfin chez nos jeunes. Donc, c'est vrai. D'accord. Une dernière petite question. Vous avez parlé de correction. J'aimerais savoir de quel type de correction s'agit-il? Parce que vous écrivez votre roman, je dirais, d'un sujet peut-être, oui. mais après le retour, de quel type de correction s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de revue de l'histoire? C'est carrément le... Ou juste, je dirais, de la langue. C'est le rythme, c'est les phrases, il y a tout un... C'est une exigence que j'ai avec moi-même. Il y a des choses, il y a des morceaux sur lesquels je vais bloquer et les revoir encore et encore, parce que tant qu'ils ne sonnent pas juste à mon oreille, ils ne passent pas. Ils sont en rouge, tant qu'ils ne seront pas... mais c'est ça, en fait, c'est avoir le rythme qui me convient, celui qui va être naturel, voilà, qui va passer naturellement et qui va me convenir. Et d'ailleurs, c'est en les lisant qu'on se rend compte qu'il y a ce rythme-là. D'ailleurs, je ne sais pas qui m'avait dit, tiens, ça rime quand même, il y a des moments où ça rime. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait des moments où... Oui, il y a beaucoup de sonorités, d'allitération. Oui, c'est vrai. D'écho, de concordance. Ouais. C'est très poétique. C'est un roman qui s'écoute, c'est vrai. Oui. Oui, absolument. Mais ça, c'est difficile. C'est ma façon d'écrire, et puis c'est vrai que c'est pas évident. C'est un peu compliqué. Donc je m'énerve avec moi-même pendant des... Mais je finis par... L'éditrice finit par me dire, bon, ça suffit maintenant, on arrête. Une version arabe, peut-être? Oui. Oui. C'est un projet? Non, c'est un projet. Je veux le faire. Je cherche la personne qui sera la plus apte à le faire, parce que c'est mon bébé. Je voudrais que ce soit... Alors, il y a une version en arabe et une version en anglais. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui puisse maîtriser et les jeux de mots et la sonorité, justement, et le rythme. Et ça, c'est pas évident. Mais j'espère, ouais, j'espère. Je pense que c'est bon. Hein. Merci infiniment. Et voilà, on vous souhaite vraiment une très belle lecture de ces deux romans, très vivants, très intenses, très riches et très humains, profondément humains, vraiment. Encore merci à vous. Merci.